purpura de l'enfant. Alors, nous allons parler à partir du cas d'une petite fille qui est âgée de 12 ans et qui consulte, comme vous le voyez à la photo, pour des tâches échymotiques au niveau des deux membres inférieurs. Donc, les tâches échymotiques, ça veut dire qu'elle a un purpura. Alors, devant un purpura, quelles sont les étapes de la démarche diagnostique ou de la démarche à suivre? Tout d'abord, il faut éliminer un purpura fulminans. Donc, la gravité. Le purpura fulminans, c'est un des diagnostics graves. Donc, il faut évaluer la gravité du tableau. Hein? Chiffrer la température. Oui, dans le même sens que purpura fulminans, c'est la température. Hein? Donc, la démarche globale, on va évaluer la gravité après. C'est tout? Si pas de signe de gravité, passez à l'interrogatoire. Et dans quel but l'interrogatoire? Enquête étiologique. L'enquête étiologique. Donc, il faut évaluer la gravité de ce symptôme, des signes associés, et tout d'abord reconnaître ce purpura. Des lésions, généralement, donc on va authentifier le type de lésion, on va établir le diagnostic de gravité qui doit être fait immédiatement et on va passer au diagnostic étiologique. Donc, on va se baser sur les données d'interrogatoire et de l'examen physique et éventuellement, bien sûr, des bilans à prescrire, en particulier le bilan d'hémostase. Donc, diagnostic positif, est-ce que c'est un purpura ou pas? Diagnostic de gravité, parce qu'il y a certains diagnostics ou la pathologie qui peuvent mettre, ou la situation, même pas pathologie, en jeu le pronostic vital, et le diagnostic étiologique. Maintenant, on va faire l'étape de l'interrogatoire. Un enfant qui vient pour un purpura. Quels sont les éléments particuliers à rechercher au niveau de l'interrogatoire? Consanguinité. Consanguinité. Alors, pourquoi la consanguinité? Maladie héréditaire, telle que l'anémie de Fanconi. Par exemple, bien. Donc, bon, la consanguinité, c'est toujours important parce que les maladies héréditaires. Et dans les causes de purpura, il y a certaines qui sont héréditaires, en particulier l'anémie de Fanconi. Après la consanguinité, qu'est-ce qu'on va préciser? Des antécédents hémorragiques familiaux. Oui, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de maladies hémorragiques? Parce que, exemple de maladies hémorragiques qui peuvent être héréditaires. La maladie hémorragique du nouveau-né. La maladie hémorragique du nouveau-né, c'est généralement dû à l'absence d'administration de vitamine K. C'est pas héréditaire. Mais comme les thrombopathies, la thrombasthénie de Glanzmann, le déficit en facteurs V vibrante, etc., c'est des maladies qui peuvent donner un purpura et qui peuvent être héréditaires. Et qui peuvent aussi se manifester par des syndromes hémorragiques. Le purpura, c'est un syndrome hémorragique cutané, mais ça peut être aussi muqueux, etc. Consanguinité, maladie hémorragique dans la famille. Contagion virale. Très bien, ça peut être viral. Donc, on va chercher un contexte particulier. Donc, dans le même sens, dans le même ordre d'idée que le contagio viral. Infectieux. Oui, infectieux. Mais ça peut être aussi post-vaccinal. Il faut chercher ce qu'il y a une vaccination récente. Une prise médicamenteuse. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a une prise médicamenteuse? Parce qu'on peut avoir des causes immuno-allergiques de purpura. C'est tout. Bon, Rabachi, je sais que vous êtes fatigué, mais quand même. C'est tout Cas pour similaire dans la famille. Cas similaire, oui.
Les caractéristiques du purpura. Très bien, La très bien. la localisation, est-ce qu'elle est du clip, est-ce qu'elle est du feu, le type, nécrotique, écomotique, euh, Mhm. l'influence Oui, l'influence de quoi? de l'orthostatisme. Très bien. Donc, on va préciser les caractéristiques de ce purpura, l'histoire de la maladie. Depuis quand elle a ses lésions? Le mode d'installation, est-ce que d'un seul tenant de façon brutale ou la progressive? Le siège, le type de lésion, est-ce que c'est un seul type ou plusieurs? Hein? L'influence de l'orthostatisme. Tout ça va nous permettre de faire la part entre, de différencier le type de purpura. Est-ce que c'est un purpura visculaire ou est-ce que c'est un purpura probablement plaquettaire? Hein? Quoi d'autre? Après les caractéristiques du purpura. Les signes associés. Bien sûr, les signes associés. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher comme signes associés? Hmm? Syndrome neurologique. tumoral, des arthralgies. Très bien, des arthralgies, Douleur abdominale. douleur abdominale, oui. Une fièvre. La fièvre, en tête de liste, la fièvre. Donc, est-ce qu'il y a une fièvre associée? Douleur osseuse. Douleur osseuse aussi, très bien. Hémorragie des muqueuses. Très très bien. قلنا احنا les étapes هذوما اللي حكينا عليهم من الاول diagnostic positif etc. diagnostic de gravité فيهم ils sont intriqués et parmi les signes de gravité c'est l'association à des saignements extériorisés muqueux, que ce soit buccal, que ce soit épistaxis, que ce soit une hématurie, que ce soit une rectorragie, une hématémèse, donc tout saignement extériorisé. Hein? C'est tout? Dans les antécédents, il n'y a rien à chercher? Est-ce que c'est la première fois? Oui, est-ce que c'est récidivant ou pas? Hein? Notion d'infection récente. Oui, on a dit. Le terrain d'auto-immunité, il faut chercher est-ce qu'il y a des antécédents personnels ou familiaux d'auto-immunité aussi. Parce qu'un purpura, ça peut être infectieux, ça peut être qui va immunoallergique, donc les médicaments, mais ça peut être aussi immunologique, donc auto-humain ou autre cause immunologique. Donc on va chercher est-ce qu'il y a des pathologies prédisposantes de type maladie auto-immune dans la famille et à titre personnel. Ça peut être aussi tumoral, donc il faut chercher le terrain de maladies hémorragiques et de maladies tumorales dans la famille. Alors, on va commencer par les antécédents. Et pour notre patient, il n'a aucun antécédent familial, il n'a aucun antécédent personnel, il n'y a pas d'infection récente, il n'y a pas de vaccination, il n'y a pas de syndrome, il n'y a pas de vaccination récente, il n'y a pas de syndrome hémorragique, pas de prise médicamenteuse, pas de traumatisme. Maladie, il a ces lésions qui sont apparues depuis 3 semaines, d'installation progressive, non concomitante de ces lésions au membre inférieur avec augmentation du nombre depuis 1 semaine. Donc, c'est une installation progressive avec une accentuation récente. Les signes associés, il n'est pas fébrile, il n'a pas de saignement extériorisé. Son état général, là aussi, il faut voir, il est important à préciser, il est normal. Il n'y a pas de douleur osseuse ni arthralgie pour pouvoir nous orienter vers une leucose. Il n'y a pas de douleur abdominale, ni de vomissement, ni de diarrhée. Donc, a priori, c'est un tableau qui est ancien depuis 3 semaines, d'installation progressive sans signe associé, chez une fille qui n'a pas d'antécédents. Alors, l'examen physique maintenant. Quels sont les éléments importants à relever au niveau de l'examen physique? La fièvre. La fièvre. Bon, elle ne rapporte pas une histoire de fièvre, mais il faut l'authentifier. Donc, la mesure de la température. Hein? Tension artérielle. Au cas où c'est un signe de gravité. Très bien.
Donc, l'examen cardiovasculaire, il faut voir l'état hémodynamique. Est-ce qu'il y a un retentissement? Surtout Madame, si elle nous dit... Oui? on s'assure que c'est bien un purpura et pas un hérité amnovitopression. Bien sûr. Donc, avec l'examen cutané. Donc, on fait le diagnostic positif de gravité étiologique. Tout le sont intriqués, ça se fait de façon simultanée. Donc, On ressent une hépatite B. aussi. Donc, on a système par système pour être organisé. On a l'examen général, on a la température, Le poids, la taille. Très bien. La trophicité, est-ce que c'est important ici? Est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent s'associer à un purpura et qui peuvent retentir sur la croissance? Selon vous? Pathologie hépatique, peut-être. Maline. Oui, les pathologies, mais les pathologies. De façon générale, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, toute maladie chronique retentir sur la croissance. Donc, si la cause de ce purpura est quelque chose de chronique, hépatique, auto-immun, tout ce que vous voulez, ça peut s'associer à un retard de croissance. Si c'est aigu, d'installation brutale, sur un terrain sans terrain particulier, normalement, il n'y a pas de retentissement sur la croissance. Donc, si on a un retentissement sur la croissance, ça veut dire que c'est soit un problème ancien, soit un problème constitutionnel aussi. D'accord? Mais, donc, barre de croissance, c'est un nerf pour l'examen général. La tension artérielle. Général. Hôtel comme les signes associés. Est-ce qu'il n'y a pas une altération de l'état général? La crainte, c'est les diagnostics graves. Devant un purpura, le diagnostic le plus grave, c'est le purpura fulminans. Donc, on a la fièvre, mais aussi d'autres diagnostics graves, c'est les leucoses, les leucémies, etc. Donc, il faut s'assurer que l'état général de cet enfant, il est conservé ou pas. Est-ce qu'il y a un retentissement sur l'état général? Après, on a l'examen tético. Est-ce qu'il y a des éléments importants aussi à relever ici? C'est important dans ces conditions de faire un bon examen tético. C'est là où en particulier. Adénopathie. Très bien, les adénopathies, donc le syndrome tumoral. Les conjonctives, c'est à la recherche d'une anémie. Les conjonctives, est-ce qu'il y a une pâleur, donc une anémie associée? Bien. Alors, élément très important. Dans le cas de l'évaluation de la gravité, la recherche du signe de gravité. J'en ai les signes de gravité. Gingivorragie. Oui, est-ce qu'il y a un saignement endobuccal, une gingivorragie? Est-ce qu'il y a un purpura aussi au niveau de la cavité buccale? Mais plus grave que le purpura. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la cavité buccale? Leucémie. Les bulles hémorragiques. Très bien, les bulles hémorragiques. Les bulles hémorragiques, c'est un signe important de gravité. Donc, il faut ouvrir la bouche de cet enfant, il faut regarder. Si on va trouver un petit purpura au col, c'est pas très grave. Mais si on trouve des bulles, ça, c'est un signe de gravité. Donc, il faut regarder la cavité buccale et rechercher les bulles. Bien sûr, il faut rechercher aussi s'il y a un saignement gingival, etc. Après, on a l'examen cardiovasculaire et pulmonaire. Donc, on va préciser les éléments de l'état hémodynamique. Donc, la tension artérielle. Mais la tension artérielle, il faut voir la fréquence cardiaque, le TRC, est-ce qu'il est polypnique ou pas, pour évaluer le retentissement de ce syndrome hémorragique. Est-ce qu'il y a un retentissement hémodynamique ou pas? Mais, après, on a l'examen abdominal. Au niveau de l'abdomen, qu'est-ce qu'on va chercher? Très bien. On va voir s'il y a une hépatosplénomégalie associée.
Après, j'ai comme examen. On peut rechercher une hématurie microscopique, à mon âge, où on peut la classer. Dans l'ordre. Si on suspecte un purpura. L'hématurie, il faut la rechercher dans le cadre de recherche de tout saignement associé. Si on a un saignement extériorisé, on a une hématurie macroscopique, elle est là. S'il y a pas d'hématurie macroscopique, on va rechercher à la bandelette urinaire est-ce qu'il y a un saignement. Que ce soit un purpura hématoïde, que ce soit une autre cause de purpura. Il faut faire la bandelette pour rechercher s'il y a du sang. Madame, à l'examen cutané, on cherche un eczéma. Eczéma, très bien. Allez. Pour le syndrome de Biscott-Aldrich. Très bien. Alors, à l'examen cutané, on a déjà le purpura. On va préciser le type de lésion. Quels sont les types de lésions qu'on peut avoir le purpura? Pétéchie, échémose, Et troisième lésion. Vibis. vibis. Donc, les vibis, c'est des traînées, c'est des lignes, c'est généralement au niveau des plis. Donc, on peut aussi retrouver des lésions nécrotiques, ouais. de gravité. Très bien. Donc, on va regarder ce purpura déjà. Quel type de lésion? Est-ce qu'il est échymotique, pétéchial? Est-ce qu'il y a des vibis? Est-ce qu'il est nécrotique, extensif? Ça, c'est le purpura fulminans ou autre. Est-ce qu'il est nodulaire, palpable? Quand c'est palpable avec de l'œdème, avec un peu de rougeur autour, ça évoque quel type de purpura? Quand on a des pétéchies, est-ce qu'elles sont palpables? Purpura vasculaire? Oui, très bien. Donc, quand on a les pétéchies, généralement, elles sont planes, elles ne sont pas palpables. Quand on a un purpura qui est en relief, qui est palpable avec souvent de l'œdème autour, c'est plutôt un purpura vasculaire. Donc, quand on a l'examen cutané, on va préciser le type et la sémiologie du purpura et on va chercher d'autres signes cutanés associés qui peuvent nous orienter vers l'origine de ce purpura. Alors, ça peut être comme l'eczéma. L'eczéma, ça peut s'associer dans, heureusement que ce n'est pas très fréquent, le syndrome de Wiskott-Aldrich, qui est un déficit immunitaire, mais qui associe, entre autres, un purpura thrombopénique avec un eczéma. Il y a d'autres aussi déficits immunitaires qui peuvent associer un eczéma. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur l'examen cutané? Des signes associés qui orientent vers une pathologie. Shaïf? Des taches café au lait pour l'anémie de Fanconi. Très bien. Alors, on peut avoir des taches café au lait qui vont nous orienter, entre autres, à l'anémie de Fanconi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur le plan cutané? Oui. Dans les maladies auto-immunes, par exemple, si on a le lupus, on peut avoir les signes cutanés du lupus. En plus du purpura, on peut avoir d'autres signes, le livido, au niveau de la face, on peut avoir le masque, on peut avoir les signes cutanés des vascularis, le phénomène de Raynaud, tout ce que vous voulez. Madame, en plus, ما عرفش في الغجول ولا في الغبيول في الكور دي فيفر ايروتيف سي مونسيوني واحدة فيهم تعدي ليزيون purpuriques. Donc نجمو في l'examen cutané on trouve une éruption cutanée qui nous oriente vers... Tout à fait, tout à fait. Alors généralement les infections virales, il n'y a pas que la rougeole, mais certaines infections virales peuvent s'accompagner d'une thrombopénie. Alors, généralement, cette thrombopénie, elle est modérée. Elle ne donne pas de purpura. Mais, dans certains cas, on peut avoir des cas sévères avec un purpura. Mais classiquement, les viroses, ça donne une thrombopénie modérée. Donc, il n'y a pas de purpura. Mais c'est correct ce que tu dis. Alors, donc, on a l'examen cutané. Après, il y a un autre examen, ou d'autres examens qu'on n'a pas, système qu'on n'a pas exploré. L'examen neurologique ici, est-ce qu'il est important?
Oui. Oui, à la recherche de signes de gravité. Il est capital même. Hein, il faut chercher un syndrome hémorragique méningé, donc un syndrome méningé, hein, des signes de localisation, des signes de déficit, hein, pour rechercher, voilà, à la recherche d'une complication neurologique qui est un signe de gravité très important. مش كيما واحد عنده une thrombopénie fait une épistaxis كيما fait une hémorragie cérébrale. Donc l'examen neurologique ici, il est capital. Alors après, il y a aussi l'examen ostéo-articulaire. On a toujours la hantise des glucoses. Donc on va chercher s'il y a des signes d'arthrite, des signes de douleur osseuse. Est-ce qu'il y a un autre élément qu'on peut préciser qui peut nous aider au niveau de l'examen osseux ou la ostéo-articulaire en dehors des glucoses? Sur les pathologies qui peuvent s'associer des signes articulaires ou l'ostéo-articulaire avec un purpura. Purpura rhumatoïde. Oui, ouais, très bien. Donc, purpura rhumatoïde, c'est un purpura vasculaire, plus douleur abdominale, plus arthralgie. Donc, on va regarder, surtout si le tableau concorde, est-ce qu'il y a des signes d'arthrite? Le purpura rhumatoïde. Les infections. Les infections aussi, ça peut toucher les articulations et les os. Sinon, dans les pathologies constitutionnelles. Maladie de Willebrand. Maladie de Willebrand, généralement, non, il n'y a pas d'anomalie osseuse. L'anémie de Fanconi, est-ce qu'elle associe des anomalies osseuses ou pas? Oui. Normalement, oui, puisque je vous l'ai dit. Quel type d'anomalie on peut voir? Quelles sont les anomalies osseuses qu'on peut voir dans la maladie de Fanconi ou l'anémie de Fanconi? Au niveau du radius. Très bien. Généralement, c'est au niveau de l'axe radius-pouce. Donc, on peut avoir des anomalies du pouce. On peut avoir, par exemple, une phalange qui manque, un pouce surnuméraire, ou le radius qui est court, ou le radius qui n'existe même pas. Donc, c'est des anomalies osseuses, variables, mais la localisation la plus fréquente, c'est radius-pouce. Donc, il faut regarder, est-ce qu'il a des anomalies osseuses associées. Alors, ça, c'est l'examen. En clinique, on a l'examen général pour notre patiente. Elle n'est pas fébrile. Elle a une taille à moins 2,5 et un poids à plus 1 DS. Un PC normal et un état général conservé. Alors, sa croissance, vous en pensez quoi? Retard de croissance. Bien, elle a un retard de croissance. Elle a une taille qui est à moins 2,5. C'est un retard de croissance. Alors, après l'examen thético, elle a une légère pâleur. Elle n'a pas de dénopathie. Elle est un peu dysmorphique, avec un faciès qui est triangulaire, avec des cheveux roux, avec, au niveau de l'examen de la cavité buccale, un purpura endobuccal, sans bulle et avec quelques gingivorragies. Alors, l'existence de purpura endobuccal, ce n'est pas un signe de gravité. La présence de bulles, c'est un signe de gravité. D'accord? Après, l'examen cardio-pulmonaire, tension, elle est à 10,6, fréquence à 70, il n'y a pas de souffle, l'auscultation pulmonaire est normale et il est eupnique. Donc, a priori, il n'y a pas d'anomalie pulmonaire ou hémodynamique. Et l'examen abdominal, il n'y a pas d'hépatosplenomégalie ni de masse. Et l'examen ostéo-articulaire, on n'a pas d'anomalie articulaire, il n'y a pas d'anomalie osseuse, mais, de douleur à la pression osseuse, mais on a un pouce surnuméraire à droite. Et l'examen neurologique, il est normal. L'examen cutané, vous avez un purpura échymotique. On a compté à peu près 15 lésions, dont 7 sont supérieures à 3 cm et associées à des pétichies qui siègent au niveau des membres inférieurs et supérieurs surtout et sur le tronc, et associées également à des taches caféolées infracentimétriques dispersées sur le tronc. Le fond d'œil, alors le fond d'œil, je ne vous ai pas parlé du fond d'œil. Le fond d'œil doit être fait obligatoirement, il fait partie de l'examen. À la recherche de signes de gravité, ça peut nous renseigner sur l'existence d'une hémorragie intracrânienne. Mais
soit on fait un fond d'œil obligatoirement, soit on fait un scanner si on a la disponibilité. Et le fond d'œil, normalement, en situation de purpura, fait partie de l'examen systématique. Il doit être fait, même si le patient n'a pas de signe neurologique, on doit faire un fond d'œil à la recherche de hyperpression intracrânienne qui peut renvoyer vers une hémorragie. Alors, les organes génitaux, ils sont normaux et la bandette urinaire est négative, il n'y a pas d'hématurie. Donc, pour cet enfant, je vous montre la patiente. Elle a un retard de croissance. Elle a 12 ans, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, elle a 127 cm, elle a un retard. Avec l'aspect qui est roux des cheveux, avec les éphélites sur le visage. Les éphélites, ce sont les taches de rousseur, avec un faciès qui est un tout petit peu triangulaire. Donc ça, c'est la patiente en question. Je vous ai mis ici le score de Buchanan. Le score de Buchanan, ça nous permet d'évaluer la gravité d'un purpura. Donc c'est basé sur l'existence ou non de saignement muqueux avec le nombre de lésions, de pétéchie ou d'échymose. Alors pour notre patiente, selon vous, on est à quel stade là, quel stade de sévérité du purpura, de grade de sévérité, selon le score de Buchanan? Qu'est-ce qu'elle a? Il y a une atteinte des muqueuses. 3, madame. Il y a une atteinte. Oui. C'est un 3. Il y a des lésions échymotiques, dont 7 sont supérieures à 3 cm déjà. Et on a une atteinte des muqueuses. Donc, on est à un stade modéré, 3. Parce que cette atteinte, saignement muqueux, c'est les gingivorragies, elles sont pas très graves. C'est un saignement mineur qui ne nécessite pas un geste, qui ne met pas en jeu le pronostic vital. Donc, c'est un petit saignement. On est à un stade 3, donc stade modéré. Madame, Oui. pourquoi donner comme information les cheveux roux ou les taches de rousseur? Est-ce que ça a à voir avec une pathologie quelconque? Oui, la pathologie de cette patiente. Je pense que vous avez deviné déjà ce qu'elle a, cette patiente. Alors, ça. Fanconi. Fanconi. Alors, le syndrome de Fanconi, il associe un syndrome dysmorphique particulier. Bon, il est chez cette patiente, il n'est pas très évident, mais généralement, ils ont le faciès triangulaire. C'est triangulaire, mais pas trop, mais généralement, c'est très pointu, triangulaire. Ils sont roux. Ou quand on pose la question, est-ce qu'il y a des personnes rousses dans la famille? Non. C'est la seule personne qui est rousse, avec les taches de rousseur. C'est typique. Et le faciès il est typique d'un Fanconi. Alors, donc, en résumé, c'est une fille qui est âgée de 12 ans, qui n'a pas d'antécédents, et qui est explorée ici pour un purpura d'installation progressive, évoluant sur 3 semaines, sans signe associé. Donc, quand on résume une situation, il faut mettre le type de purpura ou le mode d'installation, brutal ou la progressive, et les signes associés, ou bien isolés, ou elle associée à tel signe. Avec l'examen, donc un enfant apyrétique présentant un purpura cutanéo-muqueux échymotique épichéal, diffus, sans signe de gravité, là aussi c'est obligatoire d'insister sur le fait qu'il y ait ou pas des signes de gravité, ou s'il y en a, il faut les citer, sans syndrome tumoral, avec une pâleur, un retard de croissance, un aspect roux, des taches caféolées et un pouce surnuméraire. À cette étape, on a fait le diagnostic, on n'a pas besoin de pousser plus. Normalement, quand on voit un tableau pareil, il n'y a pas de 36 000 diagnostics. Et le CCU était négatif. Alors, dans ce tableau, je vous ai mis la comparaison entre purpura plaquettaire et purpura vasculaire. Parce qu'on a déjà, à l'étape clinique, on est orienté. Est-ce qu'on est devant un purpura plaquettaire ou bien vasculaire? Alors, la différence, c'est tout d'abord la présence ou non de lésions muqueuses. Dans les purpuras vasculaires, on n'a pas d'atteinte des muqueuses. C'est uniquement un purpura cutané. Donc, le fait qu'on a des gingivorragies, déjà,
on oublie le vasculaire. Alors, le purpura plaquettaire, il est soit pétechial, soit échymotique, non palpable, il est diffus et n'est pas influencé par l'orthostatisme, alors que le purpura vasculaire, il est nodulaire ou nécrotique, palpable, ou associé comme ça à un œdème souvent, il est déclive et il augmente avec l'orthostatisme. Et, chose importante, il n'y a pas d'atteinte des muqueuses. Donc, pour notre patiente, c'est un purpura plaquettaire. Plaquettaire, ça ne veut pas dire thrombopénique. Plaquettaire, ça veut dire anomalie des plaquettes, soit une thrombopathie, soit une thrombopénie. Ici, l'aspect d'un purpura vasculaire qui est déclive, qui est nodulaire, en relief et violacé. Ce n'est pas du tout le même aspect que les échymoses qu'on a vues sur la première photo. Alors, comment on va avancer dans le raisonnement? On est face à un enfant qui a un purpura d'allure plaquettaire. D'accord? Alors, comment on va avancer? De quoi a-t-on besoin pour avancer dans les diagnostics? أول حاجة تعملوها شنو؟ Demander une NFS. Très bien. Alors, on ne peut pas avancer sans numération ici. Hein? Généralement, on part de l'étape clinique, on fait les suspicions diagnostiques et on demande des examens complémentaires. Quand on a une anémie ou quand on a une thrombopénie, un purpura, pardon, ça a l'air plaquettaire, il faut qu'on sache est-ce qu'il a une thrombopénie ou il n'a pas de thrombopénie, cette patiente. Le raisonnement il va être différent en fonction de la présence ou non d'une thrombopénie. Ce n'est pas les mêmes pathologies qu'on va évoquer. Donc, on va commencer par la numération. Alors, voici la numération de cette fille. Qu'est-ce que vous voyez? Interprétez cette numération. Alors, qui peut interpréter? Anémie normochrome, normocytaire. Donc, une anémie à 9, normochrome, normocytaire. Est-ce qu'elle régénère ou pas? Régénérative. Régénérative. Donc, une anémie normochrome, normocytaire, régénérative. C'est quel type d'origine? Ça peut être d'origine quoi? Qu'est-ce qui peut donner ce profil? Centrale, origine centrale. Oui, la première chose à évoquer, c'est l'anémie d'origine centrale. Puisqu'elle est régénérative, elle est normochrome et normocytaire. Alors, les autres lignées. Thrombopénie. On a une thrombopénie qui est sévère, qui est modérée, qui est légère. Sévère. Sévère. Sévère, elle est inférieure à 10 000. Inférieure à 10 000. Très bien. Donc, elle est sévère. Donc, on a une thrombopénie, on a une anémie. Les blancs, ils sont comment? Normaux. Ils sont normaux. Donc, on a une bicytopénie. Est-ce que c'est d'origine centrale? Est-ce que c'est d'origine périphérique, selon vous? Centrale. Probablement centrale, hein? Probablement centrale, mais on ne peut pas savoir. Hein? Donc, ça peut être central. Pourquoi? Parce qu'on a l'anémie qui est régénérative qui est associée. Mais si on avait uniquement la thrombopénie, on ne saura pas est-ce que c'est central ou les périphériques. Hein? Ça peut être central, ça peut être périphérique. Les causes périphériques ici, il y a les causes dont on a parlé. Il y a les causes. Ça peut être une origine médicamenteuse, ça a été éliminé. Ça peut être une origine infectieuse qu'on a éliminée puisqu'il n'y a pas d'éruption évoquant une virose, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de contexte infectieux. Ça peut être une origine immunologique. Est-ce qu'on est dans ce contexte? Est-ce que c'est probable que ce soit une maladie auto-immune ici? Type lupus ou la PTI Est-ce qu'on a des arguments pour une origine périphérique immunologique? Jusque-là. Descendant de la famille. Oui, il n'y a pas d'histoire familiale. Quoi d'autre?
Il n'y a pas d'autres signes associés. On n'a pas les signes cutanés du lupus, on n'a pas le cortège clinique, arthralgie, etc. Hein? Pour le PTI, est-ce que ça peut être un PTI? C'est quoi le PTI? Ouais, le PTI. Hein? C'est quoi le Purpura thrombopénique immunologique. immunologique, oui. Alors, ça donne quel type de tableau? Est-ce que ça peut coïncider avec le tableau clinique de notre patiente? Parce que le PTAI, c'est une cause très fréquente de purpura chez l'enfant. Alors, On n'a est-ce que pas de notification avec intervalle, intervalle libre avec quoi? avec une infection, intervalle libre de 2 semaines entre une infection et l'apparition du purpura. Bon, 2 semaines, évidemment, c'est pas obligatoire, mais il n'y a pas de contexte d'infection récente ou alors de vaccination récente. Le déclenchement, c'est souvent infectieux. Hein? Je vais être comme argument. Les manifestations hémorragiques. Tu peux ne pas avoir de manifestation hémorragique. Le PTAI, c'est une thrombopénie. Il va donner un purpura thrombopénique. Alors, Absence de syndrome tumoral. c'est pour ou là c'est contre? C'est pour. C'est contre. Contre le PTI. Contre. Contre. الابسنس دو syndrome tumoral موجود في البربرا ثرومبوباتي PTI. إيه دونك معناها أنت تقصد كونه ما فماش syndrome tumoral c'est pour. اي كي يبدا ما فماش سي بور Oui, tu as raison. Alors le purpura, le PTAI, c'est généralement un tableau brutal. Ça s'installe brutalement. Moi, je suis sur 2 semaines ou 3 semaines, ou ce que vous voulez. C'est en quelques jours, 2, 3 jours, 4 jours. Le purpura, il est important. Hein. Chose importante aussi, l'âge. Hein. L'âge, c'est entre 4 et 7 ans. Le PTAI, ça ne touche pas les 12 ans, 13 ans. Hein. Le haja thalitha, c'est l'association avec une anémie. Ici, normalement, dans le PTAI, on n'a pas d'anémie. C'est une thrombopénie isolée. On n'a pas d'atteinte des autres lignées. Donc, ça aussi, c'est un argument contre. Hein. Par contre, on peut avoir une petite anémie s'il y a un saignement important par déglobulisation. Généralement, c'est une thrombopénie isolée. Donc ici, l'installation progressive, l'âge, l'association à une anémie, c'est un peu des arguments contre. Alors, pour la leucose, les leucoses, est-ce que c'est possible ici? Est-ce que ça peut être une leucémie? Non, pas de syndrome tumoral, pas d'altération de l'état général. Oui, très bien. Donc, il y a l'anémie, mais il n'y a pas d'altération de l'état général, il n'y a pas de syndrome tumoral. Donc, c'est peu probable. C'est peu probable. Alors, l'origine centrale maintenant. L'origine centrale, dans ce contexte, elle est probable, vu l'association une anémie arégénérative et l'absence d'arguments en faveur des autres causes. L'origine centrale, elle peut être acquise ou constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui peut donner une atteinte centrale acquise? Anémie plus thrombopénie, une aplasie médulaire acquise. Les causes de l'aplasie médulaire, ça va être quoi? Infiltration tumorale. Ça peut être une infiltration secondaire. Hein? Ça peut être, sinon? Une infection ou intoxication. Bien. Ça peut être toxique, médicamenteux. Ça peut être infectieux. Ça peut être toxique autre que médicamenteux. Ça peut être des substances, des herbes, etc. Donc, les grands groupes sont l'infectieux, le toxique et l'infiltratif, donc le tumoral secondaire. Donc, c'est les causes acquises. Ici, ils sont très peu probables aussi. On n'a pas de contexte toxique, pas d'infection. Et a priori, il n'y a pas de leucémie ou de lymphome qui peuvent infiltrer la moelle. Donc, restent les causes constitutionnelles, en particulier l'anémie de Fanconi. Alors, quel bilan vous allez demander maintenant? On a fait ce raisonnement. Très bien. Alors, pour trancher, on va faire 1 mg. Déjà, ça nous permet de différencier entre central et périphérique. Hein, parce que sur les arguments cliniques ou la biologique, on peut
donner une probabilité, mais on ne peut pas être sûr. Donc, c'est le myélogramme qui va nous dire. Et bien sûr, le groupe sanguin, si besoin de transfusion. Donc, le myélogramme de cette patiente, qu'est-ce qu'il nous montre? Alors, c'est un frottis médulaire de richesse faible. Les grumeaux sont hypoplasiques, montrant la présence de nombreuses cellules histiocytaires de lymphocytes et des érythroblastes. L'aspect de la moelle évoque une insuffisance médulaire. Donc, le karyotype, etc. sont indispensables. Donc, on a une insuffisance médulaire. Ce n'est pas une aplasie complète, parce que vous voyez, on a une petite anémie. Les blancs, ils sont encore normaux, et la thrombopénie, elle est là. Donc, c'est un début d'aplasie médulaire. Donc, il y a une diminution de l'activité médulaire. Est-ce que ça confirme le diagnostic ou là, ça va dans le sens du diagnostic de maladie de Fanconi? L'insuffisance médulaire. Oui. Le diagnostic le plus probable qu'on a, c'est l'anémie de Fanconi. Devant le syndrome dysmorphique. Le cheveu roux, surtout le pouce surnuméraire. Le tableau d'installation progressive, la bicytopénie d'origine centrale avec une hypoplasie de la moelle, voilà une insuffisance médulaire. Donc, le diagnostic le plus probable, c'est l'anémie de Fanconi. Comment confirmer ce diagnostic? Comment vous faites pour confirmer le diagnostic d'anémie de Fanconi? Karyotype. Très bien. Lymphocytaire. Très bien. Alors, la maladie de Fanconi, c'est une maladie héréditaire. Elle est caractérisée par un syndrome polymalformatif, un syndrome dysmorphique. On peut avoir des anomalies rénales, on peut avoir des anomalies osseuses, des anomalies, des malformations diverses. Et on a cette aplasie médulaire. La caractéristique de cette maladie, c'est d'avoir qu'elle est due à la présence de cassures chromosomiques. Donc, on va retenir le diagnostic sur le karyotype. On va faire un karyotype lymphocytaire. On va faire aussi un karyotype sur moelle. Et on va rechercher le pourcentage de cassures chromosomiques. D'accord? Après, quelle prise en charge? On a fait le diagnostic. C'est une fille qu'on a vue dans le service et elle avait, je crois, 80% de cassures chromosomiques. Donc, c'est très important. Ça a confirmé le diagnostic. Alors, quelle prise en charge on va proposer? Qu'est-ce que vous allez proposer comme prise en charge? Greffe de moelle. Greffe de moelle, oui. Ouais. Transfusion vu l'anémie. Très bien. Bon, un œuf, on ne va pas transfuser de culot globulaire. Elle n'a pas de signe de mauvaise tolérance. C'est une anémie qui ne pose pas de problème. Par contre, si elle saigne, il faut transfuser des plaquettes. Si elle déglobulise ou l'anémie elle devient beaucoup plus profonde avec des signes de mauvaise tolérance, on va transfuser des globules rouges. Et dans certains cas aussi, on peut associer les androgènes. Alors les androgènes, ça peut avoir transitoirement un effet qui booste la moelle. Donc on peut associer un traitement de courte durée pendant quelques mois, s'il y a une réponse par les androgènes, pour stimuler la moelle osseuse. Donc il y a un traitement symptomatique, c'est les transfusions au besoin. On va compléter le bilan et on va faire l'écho cardiaque, l'échographie abdominale et rénale et proposer une greffe de moelle osseuse. D'accord? Alors, est-ce que c'est clair pour ce topo? Est-ce que vous avez des questions? Donc, il ne faut pas oublier que face à un purpura, c'est la gravité. Ou la gravité, c'est les signes cliniques. Est-ce qu'il a un syndrome hémorragique, syndrome neurologique? Le fond d'œil obligatoire, la recherche de bulles, c'est l'évaluation de la gravité, la fièvre aussi. Et après, l'enquête étiologique. Alors, les causes les plus fréquentes, c'est infectieux, c'est viral, c'est banal. Après, viennent les causes immunologiques et en tête de liste, le PTI. Mais qui me contacte, le PTI, c'est aigu. C'est un enfant qui agit entre 4 et 7 ans. Il n'y a pas de signe associé.
il n'y a pas d'anomalie clinique autre que le purpura, hein. Vous n'avez pas de malformation, vous n'avez aucun autre signe et il n'y a pas d'autre anomalie hématologique. C'est un purpura, c'est une thrombopénie isolée. Mais dans tout ça, il ne faut pas oublier les autres causes, hein, les causes constitutionnelles, les causes centrales. Un purpura n'est pas toujours dû à une thrombopénie périphérique. Et les causes vasculaires, c'est bien sûr déjà à la clinique, on peut différencier entre vasculaire et plaquettaire. Et à ce moment-là, on va s'orienter vers les origines du purpura vasculaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions. Ben, très bien. Ok, alors. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre séance ou c'est fini? Oui, madame, on a une autre séance. Ok, donc je vous libère maintenant pour respirer un peu.